Donc effectivement, au cours de ma carrière universitaire, j'ai eu à travailler sur les questions de vieillissement. Et puis en 2015, j'ai été l'auteur d'un rapport pour l'expert international de l'ONU sur le vieillissement, qui était en charge de la préparation d'une convention pour les droits des personnes âgées. Vous savez qu'il existe des conventions pour les droits des femmes, qu'il existe des conventions pour les droits des personnes en situation de handicap, mais que la convention pour les personnes âgées n'existe pas et qu'elle est d'ailleurs assez en difficulté aujourd'hui. A priori, elle n'est pas en voie de sortie dans les mois qui viennent. Juste pour me présenter aussi, je suis également président du REACTIS, qui est un réseau d'études internationales, et je vais m'inspirer d'une partie des travaux que nous avons menés dans le cadre de ce réseau qui a été créé en 2006 à Paris-Descartes pour réunir des chercheurs en sciences humaines et sociales et œuvrer à la diffusion de la connaissance autour de la question de l'âge, de la citoyenneté et de l'intégration socio-économique. C'est un réseau, là je vous ai pointé un peu les membres du conseil d'administration, qui est présent dans différentes régions, qui organise des colloques internationaux. Le 6e aura lieu en 2020. Des web-séminaires également entre des jeunes étudiants et des chercheurs un peu plus confirmés de différents pays. Voilà. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, autour de la question de la perte d'autonomie, je la resituerai par rapport aux grands défis qui se posent au niveau international. Tout à l'heure, M. de Rothschild a parlé des défis universels qui se posaient à nous. Effectivement, la question de la perte d'autonomie n'est pas spécifiquement hexagonale. Elle n'est pas non plus, et ça j'ai aussi apprécié, uniquement l'apanage des pays développés. Les questions de la perte d'autonomie se posent au Sénégal, se posent en Mauritanie, en Chine, où la politique de l'enfant unique pose quand même un certain nombre de problèmes lorsque l'on sait que le soin aux personnes en perte d'autonomie se fait beaucoup sur le registre de l'informel. Surtout dans les pays où l'État-providence est peu développé, et paradoxalement, c'est le cas en Chine, notamment dans les campagnes. Bref, je ferme cette parenthèse, mais nous sommes face à un phénomène sans précédent dans l'histoire de l'humanité, avec une population âgée de 60 ans et plus qui devrait augmenter de 230% et passer de 606 millions en 2000 à près de 2 milliards en 2050. Donc c'est un problème que vous avez eu raison de poser à l'échelle internationale. Pourquoi ? Parce que tout simplement d'autres pays ont peut-être aussi un certain nombre de choses à nous dire sur la manière, sur les réponses qu'on peut attendre si l'on a comme souci le soin, l'attention aux personnes âgées et aux personnes âgées vulnérables. On entendra tout à l'heure quelqu'un du Japon qui nous donnera un exemple important, parce que le Japon a été un des pays développés qui a le plus vieilli, en définitive, vieilli le plus rapidement. Dans les sociétés industrielles et post-industrielles, par ailleurs, se sont mises en place à partir du 19e siècle, grosso modo à partir du développement de l'État social, notamment des systèmes de protection bismarckiens, des systèmes de mutualisation des risques. Et aujourd'hui, une partie non négligeable de ces risques concerne le vieillissement. À lui seul, le risque vieillesse et survie représente environ 43% des dépenses de protection sociale et 13,7% du PIB. Ces dépenses vont augmenter. Et alors, paradoxalement, la perte d'autonomie, donc qui s'adresse en partie à des personnes plutôt âgées, est un risque jeune. Eu égard au développement de cette protection des risques qui se sont développés et se sont solidifiés à travers la protection sociale à partir de la fin du 19e siècle. Le risque invalidité, santé, puis ensuite retraite, chômage et famille existe depuis un moment. Celui qui couvre la perte d'autonomie est beaucoup plus récent.
Donc, avec l'allongement de la vie, la question de la perte d'autonomie devient plus saillante. Elle n'est pas propre au vieillissement. C'est-à-dire que la question de la perte d'autonomie se pose dès le début de l'existence, d'une certaine manière. La personne âgée la plus dépendante est, en définitive, c'est l'enfant. C'est ce que disait tout à l'heure Serge. C'est-à-dire que si l'on considère que l'autonomie, c'est la difficulté ou l'incapacité à produire des actes permettant de se gérer, eh bien, finalement, la question de l'autonomie est consubstantielle à l'être humain. Ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Il y a des espèces animales qui, très vite, se mettent à marcher et sont autosuffisantes. Donc, nous posons une question d'humanité dans ce débat-là. Et nous posons aussi une question relative aux droits politiques et sociaux que nous voulons nous accorder les uns aux autres. Avec, si l'on regarde les débats internationaux qui sont posés autour des politiques publiques, énormément, en définitive, de questions autour de ces systèmes complexes de couverture. Lorsque l'on regarde la manière dont les politiques censées répondre à la perte d'autonomie se sont mises en place à travers le monde, et en premier lieu en Allemagne, qui a à la fois été précurseur à travers le système bismarckien à l'aune du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et qu'il a été aussi en Europe par rapport à la prise en charge du risque perte d'autonomie. Mais si l'on étend ce regard au-delà de l'Allemagne à l'ensemble des pays européens et des pays au niveau mondial, on s'aperçoit que les débats sont très nombreux. Faut-il une couverture individuelle ou une couverture collective? Faut-il mettre en place un système contributif ou non contributif? Faut-il faire jouer des critères de revenus et des critères d'âge pour l'éligibilité et pour le financement? Est-ce que c'est aux personnes de plus de 50 ans seulement de financer la perte d'autonomie, ou est-ce que ça doit commencer à partir du moment où l'on est actif? Il y a la question aussi de l'évaluation des niveaux de dépendance. Tous les pays n'ont pas les mêmes systèmes d'évaluation, les mêmes grilles d'évaluation, ne mettent pas sur la table les mêmes types de critères. C'est SMAF, ça a été SMAF au Québec longtemps, ici c'est les grilles Agir, bon, etc. La question de la nature et la profondeur de la couverture. Faut-il une prise en charge partielle ou une prise en charge totale? Qu'en est-il du reste à charge? Faut-il couvrir les besoins dits primaires, c'est-à-dire de sécurité, d'hygiène, ou doit-on aussi intégrer des besoins considérés comme plus secondaires, à tort ou à raison d'ailleurs, comme la sociabilité, l'intégration sociale, les loisirs? Faut-il partir vers une prestation en nature ou une prestation monétaire, le cash for care aux États-Unis ou le Pflegegeld en Allemagne? Donc, vous voyez, lorsque nous commençons à rentrer dans le débat autour de la question de la prise en charge par les sociétés contemporaines, on rentre dans une série de questions extrêmement complexes, et les sociétés européennes et au-delà de l'Europe y répondent de manière assez différente. D'où l'intérêt d'aller regarder derrière l'épaule de son voisin. Au niveau international, bien entendu, le débat a commencé assez tôt, à partir de la fin, du début des années 80, et s'est beaucoup intensifié dans les années 90 et les années 2000. On assiste à une création d'un arsenal juridique de plus en plus pointu. Au départ, on part sur des grands principes de déclaration universelle. Toute personne en perte d'autonomie doit être prise en charge. On a des conventions sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes aussi, puisque les vieux sont des vieilles, comme dirait Guillaume Gutleben, c'est-à-dire qu'on a un phénomène de vieillissement et de vieillissement avancé qui touche plus les femmes que les hommes. Donc, entre on va dire les centres d'intérêt des personnes qui défendent les personnes âgées et puis celles qui défendent les femmes, progressivement, on assiste à une alliance, d'où l'utilisation de plus en plus forte à terme de la Convention précisément sur l'élimination des discriminations des femmes au profit des personnes âgées.
la convention aussi relative aux droits des personnes handicapées, qui contient, bien entendu, un certain nombre de dispositions extrêmement importantes pour la défense des personnes âgées. Et puis, à partir de 2015, et c'est dans ce cadre-là que j'ai été consulté par les Nations Unies et par le Conseil des droits humains, eh bien, on pose la question très concrète on va dire, de la rencontre entre la question de la perte d'autonomie et celle du vieillissement. Alors, lorsqu'on parle d'autonomie, l'on fait référence très souvent à la notion d'autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire la production d'outils et de représentations pour mesurer des degrés d'autonomie physique, cognitive et psychologique. C'est pas l'approche que je vais développer ici, mais en même temps, il faut la rappeler. Parce qu'elle est quand même un peu au cœur des politiques publiques dont nous allons parler, et aussi des publics eux-mêmes dont nous allons parler pendant cette journée. Je ferai plutôt référence à l'autonomie en tant que corpus de principes et de droits, dont disposent les individus et les groupes pour déterminer leurs propres règles et normes dans une collectivité donnée. Cette collectivité ayant elle-même ses propres règles, ses valeurs et son système juridique. Donc ça nous renvoie effectivement au terme grec d'autonomia. J'ai choisi pour alimenter le débat 3 entrées saillantes. La dimension individuelle, hein, lorsqu'on regarde les débats au niveau international, ce que j'ai fait pour préparer cette intervention, ce qui ressort, c'est la dimension individuelle. C'est la question de la capacité à prendre des décisions, mais aussi de la capacité juridique à les exercer. Donc les droits formels, dont nous sommes dotés, et puis les droits réels. Et là, on a des nuances assez fortes entre les droits proclamés et puis les droits effectifs qui sont mis en place au quotidien par les professionnels ou qui sont connus ou pas connus par les personnes âgées. En creux, nous avons aussi la question de la tutelle et de la curatelle. C'est-à-dire comment, pour quelles raisons doit-on empêcher ou peut-on empêcher des individus d'exercer leurs droits, avec quel garde-fou, avec quel respect des libertés. Deuxième point qui transparaît de manière importante, c'est les dimensions économiques et financières, qui renvoient à l'autosuffisance et à la capacité à générer ou à recevoir des revenus. Et puis la dimension sociétale, c'est-à-dire l'existence d'environnements, de contextes, infrastructurels et culturels, adaptés aux personnes en perte d'autonomie et favorisant leur autonomie. Alors infrastructurel, ça veut dire des politiques publiques, ça veut dire des infrastructures, c'est-à-dire des équipements. Et culturel, ça nous renvoie à l'éthique de la relation sociale. Sommes-nous dans une relation dans laquelle nous reconnaissons à l'autre un droit égal à gérer et à diriger sa vie? Voilà donc 3 dimensions qui me paraissent être importantes dans les débats. Alors l'autonomie est très souvent rapprochée de la notion d'indépendance dans les textes internationaux. Et Edgar Morin lui-même fait la jonction en expliquant que la notion d'autonomie ne peut être conçue sans rapport avec l'idée de dépendance. Les nuances ne sont pas minces. L'autonomie fait généralement référence à la capacité de choisir et de contrôler les décisions qui affectent sa vie, y compris avec l'aide de quelqu'un. Donc par la médiation, par le truchement d'un tiers. L'indépendance lui signifie plutôt l'autosuffisance, c'est-à-dire le fait de vivre sans assistance particulière. Lorsqu'on fait une revue de littérature exhaustive sur les textes qui ont été produits au niveau mondial, on s'aperçoit que, bizarrement, lors de la première assemblée mondiale sur le vieillissement, en 1982 à Vienne, il n'y a pas de référence à la notion d'autonomie. Elle n'apparaît qu'en 1991, avec un accent placé sur la question du système de protection et du système de soins. Puis on la retrouve lors du second sommet de Madrid, cette fois-ci, avec le plan d'action sur le vieillissement en 2002, où là apparaissent d'autres sujets qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire le logement, le revenu et les soins, au-delà des cercles familiaux. C'est l'importance aussi d'une politique de soutien prise en charge par la collectivité et non pas seulement par la famille.
Un accent aussi important, à nouveau, j'y reviens, sur les femmes âgées, sur la faiblesse, avec l'idée que, en définitive, la question de la perte d'autonomie avec l'avancée en âge renvoie au parcours de vie. Et ça, c'est un point assez intéressant dans ces textes, notamment lorsqu'on parle des femmes âgées. Les textes renvoient à la faiblesse des ressources économiques qui les rendent dépendantes dans le grand âge, au faible accès aux services, à la faible inclusion dans les systèmes décisionnels. Mais en définitive, la fin de l'existence n'est que le réceptacle d'une somme d'exclusions cumulées. Ce qui apparaît ensuite, de manière assez importante et saillante, c'est la question du droit au choix dans la Convention des droits des personnes en perte d'autonomie. Et également, alors j'ai remis quelques articles, hein, je ne veux pas vous faire mal aux yeux, je les ai mis surtout pour moi comme repère sur les préambules et les différents articles, mais je pourrais vous livrer ces extraits de textes que j'ai traduits rapidement hier soir. Égalité d'accès aux soins pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap, avec l'idée que ces personnes doivent avoir l'accès aux soins au même titre que les autres citoyens, et que cet accès doit leur être garanti par les professionnels formés à l'éthique de l'intervention. Ça veut dire l'information sur les droits, les choix réels et éclairés, l'information sur les prestations, le consentement, le respect de la dignité et des besoins des personnes. Alors, si on veut regarder de manière un peu plus précise, on va dire les débats tels qu'ils se sont formés au niveau international et dans d'autres pays, pour illustrer ces grands principes et ces grandes notions. J'ai fait émerger, mais de manière tout à fait subjective, un certain nombre de points de réflexion qui pourraient intéresser cette Assemblée lorsque l'on examine l'avenir des systèmes de prise en charge. Ces systèmes étrangers ne sont pas nécessairement duplicables en France. Je tiens à le dire, lorsqu'on fait du comparatisme, il faut toujours être assez vigilant sur le fait que nous extrayons des systèmes de contextes culturels, sociopolitiques assez différents. Toujours est-il que émerge la notion de consumer directed ou self-directed care, c'est-à-dire des soins autogérés, axés sur le client. Il s'agit donc de services qui aident les personnes de tous âges, donc à partir du moment où ils sont en perte d'autonomie, à conserver leur indépendance et à les guider dans les choix des services, leur coordination et le choix de soutien qui leur convient le mieux. On parlait tout à l'heure des formations. Je crois que là, il y a une piste de réflexion, mais qui a déjà été, on va dire, creusée par un sillon important qui a été initié par des gens comme Dominique Somme, par exemple, autour du case management, hein, de la gestion de cas, mais qui est en définitive aux États-Unis conçu de manière légèrement différente. Donc certains dispositifs mettent en place ce qu'on appelle le cash for care, qui confère un pouvoir budgétaire aux bénéficiaires qui peuvent non seulement embaucher et gérer les travailleurs de leur choix, mais aussi gérer leur propre budget et acheter tous les autres biens et services dont ils ont besoin. Et donc on a dans le cadre américain des programmes de counseling qui fournissent aux bénéficiaires des programmes comme Medicaid une assistance pour gérer leur budget. Ceci étant dit, peu de bénéficiaires en fait, des programmes souhaitent assumer la totalité des tâches de comptabilité associées à la gestion de leurs propres soins. C'est aussi mon cas d'ailleurs, hein. Quand on voit la complexité administrative, on se prend parfois à rêver d'avoir quelqu'un qui nous aide à gérer cette difficulté. Alors, imaginez pour des personnes âgées et fragiles. Donc dans ces systèmes où on délègue toute une partie du pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne met pas en place un plan d'aide extrêmement strict, on laisse gérer une partie du budget à la personne, eh bien on constate que en fait peu de bénéficiaires veulent la totalité ou l'intégralité du pouvoir de décision et de gestion. D'autres études montrent des résultats quand même positifs pour certains de ces programmes, y compris la réduction des besoins non satisfaits, de meilleurs résultats pour la santé et une meilleure qualité de vie. L'idée c'est que plus vous allez
impliquer les personnes dans le choix des services, plus ils vont mettre en place, en définitive, un plan qui va correspondre à leurs besoins les plus importants. Donc ça veut dire par exemple que les personnes peuvent opter pour moins de services de ménage et peut-être une aide à la mobilité pour faire les courses ou pour aller voir les petits-enfants. Et donc du coup, alors que dans un plan d'aide, le système est quand même beaucoup plus rigide. Donc l'intérêt du Cash for Care dans ce contexte-là est souligné pour cette raison-là. Alors, ces programmes, comme je l'ai dit, s'accommodent de services de gestion financière pour aider les bénéficiaires à gérer leurs services. Et l'Association américaine des retraités met en garde quand même sur la nécessité d'encadrer ces systèmes et de ne pas l'imposer comme modèle unique. Deuxième également constat par rapport aux États-Unis, c'est la question de la désinstitutionnalisation. En 1999, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision dans une jurisprudence Olmstead versus LCAW, dans laquelle elle pose les droits à quitter des établissements sanitaires et sociaux dès lors que la personne le souhaite. Donc c'est un autre point assez intéressant qui émerge et que l'on commence à voir émerger dans les revendications des associations de handicapés, c'est-à-dire l'idée de redistribuer son projet de vie sur d'autres modes de fonctionnement et avec d'autres types, en définitive, de solutions alternatives. Peut-être qu'on en parlera cet après-midi par rapport à la question du logement. On observe aussi une prise du pouvoir des seniors dans le cadre de Senior Village. Alors, ce ne sont pas des communautés fermées comme on les met en avant en France. Vous savez, des communautés gated communities, hein, les communautés derrière des barrières. Les gens restent chez eux, mais ils mutualisent en fait l'achat de services. Et donc ce sont les personnes de ces retraités dans ces villages qui vont en définitive mettre 100 dollars ou 900 jusqu'à 100 et entre 100 et 900 dollars ensemble pour acheter en définitive des services d'un manager qui va gérer leurs affaires. Mais gérer les affaires, c'est pas seulement les affaires personnelles, c'est aussi créer des activités, des rencontres, aller au musée. Voilà, c'est pas seulement les questions administratives, c'est vraiment répondre directement à leurs besoins en termes d'animation. Alors il y a 120 villages qui ont été créés à la suite du Beacon Hill. Beacon Hill, c'est en définitive, c'est à Boston, c'est un des plus vieux quartiers de Boston. Donc on a avec le Reactis observé ces initiatives. Vous avez aussi un certain nombre de villages qui sont non payants et qui sont basés uniquement sur le bénévolat. En 2013, il y avait environ 150 personnes adhérents par village, et ce sont plutôt des femmes ou des hommes à revenus élevés moyens qui sont dans ces villages. Ce mouvement est maintenant mondial, il existe aussi en Europe. Avant-dernier point, et pour en finir, la question de la réponse aux besoins d'adaptation des territoires, qui est essentiel, me semble-t-il, par rapport à l'avenir des personnes âgées en situation de perte d'autonomie, avec la mise en place par l'OMS d'un protocole qui s'appelle le protocole de Vancouver et qui permet de faire un diagnostic partagé avec les personnes qui elles-mêmes vivent le vieillissement au quotidien. Ce protocole a été mis en place dans plus de 700 villes au Québec, notamment grâce à l'initiative d'une collègue qui s'appelle Suzanne Garon à l'Université de Sherbrooke. Donc l'intérêt ici dans la comparaison avec le Québec, c'est de bénéficier des retours d'expérience. Et du fait que les collectivités locales se sont alliées à l'université pour mettre en place des systèmes d'évaluation. Et ça, c'est un point extrêmement important. La France est assez en retard dans la manière dont elle conçoit les systèmes d'évaluation par rapport à son action sociale ou à ses politiques publiques également. Et c'est mis en place également de manière plus spécifique ce qu'on appelle le Dementia Friendly Communities, qui ont à l'initiative de l'Allemagne à nouveau, et particulièrement développé en Belgique, avec des agents Proxilem pour Proxy Démence, qui sont en fait des agents qui servent de point focal pour tout
et de référent par rapport à l'adaptation à la fois des infrastructures mais aussi des commerces, avec la mise en place en Grande-Bretagne par exemple de formations pour plus de 100 000 personnes à la question de la perte d'autonomie et notamment de la perte d'autonomie cognitive. Donc vous voyez, par rapport à ces questions-là, le réseau d'études internationales est extrêmement vigilant sur les différentes formes d'innovation qui peuvent exister au profit, je dis bien au profit, de l'autonomie au sens premier, tel que nous l'avons au sens grec, c'est-à-dire la capacité à rester maître de soi et de son existence. Merci.